le monde est là, on reprend avec Lucille donc, pour sa dernière session. Voilà, je ne veux pas dire beaucoup plus, je vous laisse profiter du cours. Merci. Allez, c'est parti. Hop. Ok, donc du coup, pour la dernière session, on va finir la récolte d'indices de crédibilité. Et on va parler cette fois-ci de tout ce qui relève de l'intentionnalité, donc comment on sait à qui faire confiance. Petit rappel, mais je pense que je peux me permettre d'être brève là-dessus. Donc, hier, on a parlé surtout de la notion de compétence, où on a relevé un certain nombre d'indices qui nous permettaient de formuler l'évaluation de la compétence. Donc, on a vu qu'elle pouvait être inférée à partir de l'expérience. Ça peut relever d'un accès direct à l'information ou des performances passées. Ça relève également des connaissances que j'ai décrites comme les savoirs qui sont acquis par apprentissage formel via des institutions reconnues de transmission du savoir, l'école, l'université, les formations ou encore la lecture d'ouvrages qui sont passés par un format éditorial de validation du contenu. Je ne l'ai pas forcément mentionné hier, mais ça fait partie de ce qu'on peut considérer comme des institutions. Je vous ai également dit que l'expertise issue de l'expérience et des connaissances, ce n'était pas nécessairement un indice suffisant pour évaluer la compétence formelle d'une source, que cette évaluation-là, elle repose aussi sur une évaluation associée aux dynamiques plus sociales, et donc notamment à la réputation, qui fonctionne comme une agrégation dynamique et située d'indices, et que cette réputation, elle peut être issue de l'autorité, donc d'un certain nombre de sources expertes dont le statut est reconnu dans des domaines, ou une origine de cette réputation qui est plus populaire, où cette fois-ci, on a une validation collective de non-experts, en tout cas pas exclusivement d'experts, voilà, et que ce sont ces jugements-là convergents qui construisent une réputation. Donc, tout ça, ça nous fait pas mal d'éléments pour la compétence, mais je vous l'ai déjà dit, la compétence, c'est pas suffisant pour évaluer la crédibilité. Mais je vais rester un petit peu sur cette notion de réputation, puisque si vous avez encore un peu le schéma que je vous ai présenté hier en tête, on a vu qu'elle se situe à peu près au milieu par rapport à l'expertise et ce qu'on va voir maintenant. Donc la réputation, c'est pas juste la compétence, elle peut aussi porter sur des comportements informationnels, sur la manière dont la source s'est comportée précédemment, et à quel point ces comportements ils ont été perçus comme plutôt vertueux, avec une preuve de sincérité, un effort de clarté ou de transparence dans la transmission des informations. Donc, par exemple, une source qui prend le temps d'expliquer, de citer ses références, d'adapter son vocabulaire aux personnes auxquelles elle s'adresse, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, et également de reconnaître ses incertitudes, elle sera souvent jugée plus fiable. Et si cette expérience-là, elle est répétée, ça favorise une réputation relative à son intentionnalité. Donc, une réputation positive, elle peut porter sur le contenu transmis, par exemple la rigueur d'un article, la précision d'un exposé, et aussi sur la manière dont ce contenu il est présenté. Donc je vous avais déjà dit sur la première intervention qu'on a cette tendance à distinguer l'information, le contenu de l'information et la source dans l'évaluation de la crédibilité. Mais en fait, quand on se pose la question de l'intentionnalité, on va se rendre compte que finalement, la source, elle est aussi dans ce qu'elle dit, à travers les mots qu'elle choisit, la manière dont elle présente son texte. Donc cette distinction-là, elle n'est pas aussi franche que ce qu'on aurait pu le dire, ou la manière dont elle est abordée la plupart du temps. Donc ce qui est intéressant ici, par rapport à la réputation, c'est qu'elle a un rôle transversal dans l'évaluation de la crédibilité. Elle peut renforcer aussi bien la perception de la compétence, quand elle se rapporte à l'expertise, que la perception d'intention bienveillante. Donc cette réputation, on va la considérer, j'insiste vraiment dessus parce que c'est une dimension qui est très importante, et c'est une forme de mémoire sociale d'évaluation qui va se construire progressivement sur ce que la source sait et sur la manière dont elle informe. Et donc, ça permet vraiment de nourrir cette évaluation de l'intentionnalité perçue
il y a un véritable système de vase communicant entre la compétence et l'intentionnalité qui va se jouer notamment à travers l'évaluation de la réputation. Donc ça m'amène à ce deuxième pilier du jugement de la crédibilité qui est l'intentionnalité. Donc c'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui. Tout simplement parce que l'évaluation de la compétence, aussi rigoureuse soit-elle, elle n'est pas suffisante, pas toujours suffisante pour qu'une source elle soit considérée comme crédible à nos yeux. Déjà, il faut que la source elle veuille bien nous informer, qu'elle ait l'intention de nous dire le vrai, ou en tout cas ce qu'elle croit ou sait être vrai, utile et compréhensible. Donc cette idée d'intentionnalité, elle est présente dans les premiers travaux sur la question de la crédibilité. Elle est déjà mentionnée par Hovland et ses collègues qui distinguent déjà le savoir d'un côté et la volonté de ne pas tromper de l'autre. C'est des manières un peu différentes d'aborder la question, mais on est quand même dans cette notion-là. Plus tard, Iligos et Rillet, là on est plus en sciences de l'information et de la communication, ils parlent également de l'importance de l'honnêteté perçue, de la transparence, mais aussi de tout ce qui relève du format, de la forme, de la manière de présenter l'information, de s'exprimer, même voire de la mettre en scène d'une certaine manière. Et plus récemment, dans les travaux sur la crédulité, je vous ai remis une citation ici de Mercier que je trouve très parlante pour illustrer cette complémentarité entre la compétence et l'intentionnalité. C'est que, en fait, le plus compétent des experts, il est totalement inutile s'il décide de nous mentir. Et de la même manière, pour se rapporter à la notion de réputation, un groupe consensuel, il nous est pas plus utile s'il décide de conspirer contre nous. Ok, donc la compétence, elle n'est pas pertinente si elle est mobilisée si elle n'est pas mobilisée avec honnêteté et dans notre intérêt. Donc, bon, en fait, tout ça, je vous l'ai déjà dit, c'est parti, on passe à l'intentionnalité. Ok, alors, l'intentionnalité, ça paraît assez évident, mais je vais quand même vous proposer une petite définition. Ça renvoie à la volonté d'une source de transmettre une information, et cette intention, elle peut prendre différentes formes. Donc, on peut s'appuyer pour comprendre un peu cette notion-là sur les travaux de Sperber et Wilson, qui eux-mêmes s'inscrivent dans la continuité des travaux de Grice, où on va distinguer deux niveaux d'intention dans un acte de communication. On peut avoir, en tout premier lieu, l'intention informative. Donc là, c'est tout simplement, la source agit elle veut que l'autre sache quelque chose. Là, j'ai une intention informative, je veux vous donner des informations, je voudrais que vous sachiez tous ces éléments-là. Mais on peut accompagner, et c'est ce qui est fait la plupart du temps, cette intention informative d'une intention communicative, où cette fois-ci, on veut que l'autre sache quelque chose, et on veut surtout qu'il sache qu'on veut qu'il sache. D'accord ? Je veux que vous sachiez, que j'ai envie que vous sachiez ce que je vais vous donner comme information. Donc je vais essayer de vous communiquer ça de la manière la plus claire possible. Je vous donne pas juste une information comme ça et faites ce que vous en voulez. J'ai envie que vous puissiez l'utiliser, donc je rajoute de l'intention communicative ici. Donc l'intention communicative, c'est une espèce d'intention méta-informative. Bon, tout ça pour dire des choses assez simples, mais on aime bien se compliquer la tâche. Ces deux niveaux, ils permettent du coup d'analyser un peu plus finement la posture d'une source. Est-ce qu'elle cherche à transmettre sincèrement une information, et surtout une information utile? Ça, c'est quelque chose de particulièrement important et évidemment vérifiable. Ou est-ce qu'elle adopte une posture plus stratégique, voire manipulatoire? Donc, c'est des questions qui sont assez centrales pour juger de la fiabilité d'un énoncé. Cette intentionnalité, évidemment, elle ne se lit pas directement, mais elle peut être inférée à partir d'un faisceau d'indices. Ce qui va être inféré, c'est l'intention communicative, c'est-à-dire les efforts fournis. C'est très difficile d'inférer et d'identifier si une source cherche à nous mentir. D'accord ? Tous les travaux sur la détection du mensonge, ils nous apprennent bien une chose, c'est qu'on est quand même assez nul pour savoir si quelqu'un nous ment ou pas. À moins que quelqu'un vous dise clairement ses intérêts, c'est quasiment impossible de les deviner. Donc, on n'est pas forcément attentif à tout ce qui va nous permettre de rejeter une source en termes de mauvaise intentionnalité. Là où on n'est pas si mauvais,
c'est qu'on va bien prêter attention à tous les signaux positifs d'intentionnalité qui fait qu'on se dit, ok, là, on essaie de me dire quelque chose et on essaie de me le dire bien. D'accord ? Donc c'est sur cette idée-là que je vais dérouler les indices suivants. Est-ce que... Ouais. Pour être sûr de bien comprendre ce passage, tu dis qu'on est nul pour détecter si on est en train de nous mentir ou pas. Oui. Par contre, on est bon pour détecter si on veut bien nous faire comprendre quelque chose. Oui. Même si c'est un mensonge et qu'on ne le sait pas. Oui, alors, généralement, on va dire, d'un point de vue très heuristique, une source qui fait des efforts d'intelligibilité et qui a une bonne intention communicative, il y a plus de chances que c'est parce qu'elle veut réellement nous donner une information que parce qu'elle veut nous mentir. Donc il y aura toujours des sources qui pourront, si elles le souhaitent, manipuler ces signaux-là. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas nécessairement une majorité et que dans notre évaluation de l'intentionnalité, ce qui va primer, c'est vraiment est-ce que je ressens qu'ici, il y a une intention de me dire quelque chose bien, et ça va me, d'un point de vue des mécanismes de vigilance ouverte que j'ai un peu évoqués, ça va me pousser à l'ouverture et plutôt à chercher à adhérer aux informations qu'on va me transmettre. Là aussi, je ne perçois pas ces signaux-là de la source d'une bonne intentionnalité, je vais tendance à être plus dans une posture de vigilance moi-même. Ouais. Oui, merci beaucoup, c'est super intéressant. Et puis je rebondis un petit peu sur ce que disait David là-dessus, sur cette capacité à voir l'intentionnalité, ou en tout cas à essayer de l'apercevoir. Est-ce que tu sais si ça change en fonction de la manière de transmettre l'information? Parce qu'il y a l'oral, il y a l'écrit, il y a aussi les images. Parce que moi je travaille beaucoup sur le documentaire, notamment c'est une question qui m'intéresse beaucoup là-dessus. Ouais. Et je voulais savoir si en fonction, et il faut une certaine littératie aussi, donc c'est-à-dire une capacité à lire les images par exemple, ou à lire du texte, ou à entendre aussi les intonations dans la voix, pour comprendre ça. Est-ce que tu sais s'il y a des différences en fonction des supports? Oui, il y a clairement des différences en fonction des supports. Le mode de transmission qui va, là où on va être le plus efficace, sans grande surprise, c'est à l'oral. Parce que c'est le mode de transmission avec lequel on est le plus familier, tant d'un point de vue phylogénétique que ontogénétique. Il y a des travaux qui s'intéressent au format vidéo. Donc on est sur de l'oral, mais on est quand même sur du multimédia, et il y a des effets multimédia. Il y a beaucoup de travaux sur l'écrit, mais tous ces champs de recherche-là communiquent pas encore nécessairement les uns les autres. Donc pouvoir dire... à quel point c'est mieux, plus efficace dans certains formats, ça relève là plus de l'interprétation, mais c'est pas, à ma connaissance, c'est pas étayé parce que il n'y a pas eu une revue de littérature, une méta-analyse qui tienne compte des apports des travaux sur le sourcing ou sur l'évaluation de l'intentionnalité, sur des données textuelles, multimédia ou juste de transmission orale. Mais ce serait très intéressant à faire. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas un lien avec ce que disait Valentin aussi, à faire la différence entre des informations et des informations. C'est-à-dire que je peux, David, du coup, très sincèrement et en faisant des vrais efforts de communication, te transmettre quelque chose que je crois être vrai mais qui s'avère être faux. Donc c'est de la mésinformation, du coup. Et que ça ferait une différence avec l'intention de transmettre du faux en ayant conscience que c'est faux. Oui, tout à fait. Je pense qu'on va y revenir au fur et à mesure de la présentation, peut-être, mais enfin, ça n'empêche pas de poser des questions. On va voir. Comme... Non, mais... Comme tu veux, hein. C'était pas précis. Ok, non mais c'est plus une réflexion en fait, si je comprends bien, et je pense sur l'exemple de Hugo Mercier, c'est par exemple si on est dans la nature et qu'on observe de premier ordre quelque chose, si on veut communiquer avec quelqu'un, on est obligé de communiquer, et en fait le problème il est dans le fait qu'on essaie de retranscrire. En fait quand tu parles de oralité, c'est genre, le vidéo c'est du documentaire, un truc comme ça, tandis que ce qui est communication orale c'est la première vraie approche pour communiquer quelque chose. Oui. Et à la limite en fait elle se situe entre retranscrire le premier ordre et basculer le second ordre pour la communication, c'est ça? Oui, il peut y avoir de ça. Effectivement, je pense que il y a toujours une couche supplémentaire quand tu rajoutes des intermédiaires entre l'information originale et le récepteur, le destinataire final. J'ai perdu le début de ma phrase. Mais je crois que j'ai compris. On se comprend? Ok, très bien, on se comprend. Très bien. Super. Bon, je me permets d'avancer alors. Ok, donc l'idée maintenant, c'est de discuter avec vous du nouveau type d'indices
relatif à l'évaluation de l'intentionnalité. Et donc, un premier indice évident, ça va être l'alignement perçu des intérêts entre la source et son récepteur ou ses récepteurs au sens large. Donc, évidemment, pour qu'une source elle soit jugée crédible, il ne faut pas juste qu'elle soit compétente, il faut qu'elle agisse aussi dans l'intérêt du destinataire. Donc forcément, on va plus faire confiance à une source dont on perçoit qu'elle partage en partie nos objectifs et nos besoins ou nos attentes qu'une source. Donc c'est absolument pas le cas. Donc dans le cadre d'une compétition, l'exemple du poker était proposé tout à l'heure, je trouve que c'est assez parlant. Donc quand on perçoit que la source, elle peut avoir un intérêt à ce qu'on ait une bonne information, on est tout de suite beaucoup plus enclin à la croire. On est dans une posture bien plus ouverte. À l'inverse, si les intérêts nous semblent divergents, et là encore j'insiste sur le fait que la perception de la divergence des intérêts, on n'est pas bon pour l'évaluer, à moins que les éléments du contexte le rendent explicite, comme la compétition. Là, on est tout de suite dans une posture beaucoup plus de méfiance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui nous pousse à être ouverts, d'accord ? Pas tout ce qui nous rend méfiants. Donc, cette sensibilité aux intérêts, elle ne concerne pas que les adultes. Petite casquette développementale. On a une étude expérimentale qui a été proposée par Reyes, Jacques et Eschol en 2015 avec des enfants de 7 à 9 ans pour montrer qu'ils sont capables d'ajuster leur niveau de confiance en fonction des intérêts de l'interlocuteur. Donc en gros, dans cette expérience, les enfants y participaient à un jeu où il y avait un témoin qui voyait dans quelle boîte, entre deux, il y avait un bonbon qui était caché. Et ce témoin, il pouvait conseiller l'enfant, qui était le devineur, sur la boîte à choisir, sachant que du coup, s'il ouvrait la bonne, il pouvait manger le bonbon. Donc, petite motivation extrinsèque. Et dans cette étude, il y avait 2 conditions qui étaient testées. Une condition coopérative, où le témoin et le devineur, ils gagnaient ensemble. Si le devineur, il trouvait la bonne boîte, ils avaient tous les 2 un bonbon. Et en condition compétitive, où il n'y en avait qu'un seul des 2 qui gagnait. Bon, évidemment, les enfants, je dis évidemment, mais en fait, tant qu'on ne l'a pas testé, on ne peut pas forcément dire que c'est vrai, mais dans la grande majorité, je crois que c'était même la quasi-totalité des enfants, dès 7 ans, ils suivent ce qui est proposé par le témoin qu'à partir du moment où ils sont dans une condition de coopération et jamais quand ils sont dans une condition compétitive. Ok. Donc, ça c'est quand même assez intéressant de voir que ici c'est vraiment dépendant du contexte qui nous offre les éléments de là les intérêts sont alignés, là ils ne le sont pas, mais c'est l'indice le plus fort. Peu importe qu'ils connaissent le témoin ou pas, ça a été répliqué par la suite. Ce qui est prégnant, c'est l'alignement perçu des intérêts. Il y a une interprétation qui est proposée plus récemment de cette inférence sociale en fait des intérêts qui impliquerait finalement une forme de théorie de l'esprit, donc la capacité à se représenter l'état mental d'autrui et du coup de raisonner sur ces états mentaux pour prendre une décision. Ça fonctionne encore mieux chez les adolescents qui ont développé ce qu'on appelle l'ATOM, c'est Advanced Theory of Mind, où plus on a les capacités à se représenter ce que vivent les autres et dans quelle situation ils se placent et du coup quels pourraient être leurs états mentaux, et plus on a de chances de bien percevoir un alignement des intérêts. Donc il faut pouvoir être capable d'anticiper un petit peu ce que l'autre sait, ce qu'il veut et pourquoi il communique. Pour ça, vous avez une étude très intéressante de Dionysiac que je vous ai mis dans la biblio. Ok. Il y a 2 types d'alignement des intérêts qui favorisent une intention qui va être perçue comme plutôt sincère. On a des alignements qu'on va qualifier de naturels. Alors là, pour le coup, c'est extrêmement rare. C'est l'idée qu'il y a un objectif spontanément commun entre la source et la personne avec qui il communique. Donc là, c'est le cas des relations de coopération directe ou des liens familiaux ou d'amitié, où clairement le succès de l'un bénéficie aussi à l'autre. Donc dans ce cadre-là, si les intérêts sont naturellement alignés, on considère que la source fait preuve on accorde un certain crédit à la source. Bon, dans les faits, la plupart du temps, on est plutôt sur un alignement social des intérêts, c'est-à-dire qu'on va contraindre cet alignement à travers notamment la réputation.
Donc cette réputation, elle fonctionne comme une incitation sociale par crainte des sanctions ou espoir de récompense. Donc si, en gros, la source, elle est incitée à bien faire, pas en raison forcément d'un intérêt commun immédiat, mais parce qu'elle tient à préserver une image ou à bénéficier d'un retour positif, et donc à continuer à participer au système d'échange d'informations qui est quand même essentiel. Et ce second type d'alignement, il permet aussi d'expliquer pourquoi, même en cas d'intérêts initiaux qui étaient divergents, une source peut quand même être perçue comme digne de confiance. Donc, on n'agit pas dans l'intérêt du récepteur, pas directement, c'est pas forcément par altruisme, mais c'est parce qu'à long terme, c'est dans son propre intérêt. Donc là, on discutait un peu de la dimension de temporalité hier, on voit bien que ça se construit, cet alignement des intérêts, cette réputation, selon l'échelle à laquelle on se place. Je veux dire, si on est une source qui communique à une grande masse d'individus ou à un groupe restreint, ça va prendre plus ou moins de temps pour fabriquer cette réputation. Ouais. Du coup, sur l'alignement naturel et social, on dit que le social est quand même beaucoup plus fréquent, parce que le naturel, c'est un petit groupe, si je comprends bien. Ouais. Mais est-ce qu'on peut observer une forme de prévalence de l'un sur l'autre selon les circonstances? Par exemple, est-ce qu'on peut associer la prévalence de l'alignement naturel sur le social qui va conduire, par exemple, au népotisme, tu vois, et au fait de privilégier son cercle proche dans les relations professionnelles, ou inversement, que si effectivement la sanction elle est ultime, tu peux aller jusqu'à trahir la confiance de ceux avec qui tu as un alignement naturel pour préserver ton statut social, in fine, voire ta vie, je sais pas si c'est plus sur les games, quoi. Ok, c'est hyper intéressant, je sais pas du tout si ça a été testé, je saurais pas dire qu'est-ce qui prime sur quoi, sachant qu'en fait l'alignement naturel, bon déjà le terme de naturel il est un peu problématique et surtout je sais vraiment pas à quel point on peut estimer qu'il est réel ou fréquent, parce que même dans un lien familial, il y a toujours un intérêt plus social derrière. Je sais pas, c'est peut-être très négatif de ma part, mais je suis pas sûre qu'il y ait un réel acte altruiste totalement désintéressé, parce que de fait, même si on est dans une famille et qu'il y a une affiliation naturelle à ce niveau-là, les relations à l'intérieur du cercle familial, elles sont sociales. Donc, je pense juste qu'en fait, on pourrait considérer qu'il y a un alignement social. C'est toujours de l'alignement social, c'est une proposition d'interprétation. C'est juste que les incitations qui permettent d'aligner au mieux les deux intérêts, elles sont plus ou moins fortes selon le type de relation qui existe. Et que peut-être on n'a pas besoin d'une grosse incitation sociale de type réputationnel dans des liens proches, de type famille, amis ou coopération, là où les incitations sont plus élevées quand on a un communicant de masse et qu'on s'adresse à des personnes avec qui on n'a pas de lien direct. Ouais. Je sais pas, enfin ça va pas démêler ce truc entre naturel et social, mais il y a aussi une distinction entre la coopération et la coordination. Par exemple, au niveau de l'ONU, les pays peuvent être en compétition les uns avec les autres, mais il y a quand même un moment où il faut réussir à se coordonner, par exemple sur le changement climatique, pour prendre la même décision ensemble, et peut-être que ça correspond un peu plus à cette notion de on est ensemble, mais plus par alignement social que naturel. Je sais pas si... Oui, je pense que derrière il y a vraiment l'idée de l'objectif commun, qui rend en fait, qui donne une impression d'un alignement presque naturel, parce que tout le monde va vers le même but, là où des fois on est dans de la communication, on n'a pas forcément les mêmes objectifs, les mêmes buts, mais pour autant l'échange d'informations il est bénéfique à chacun, mais il faut quand même s'assurer qu'il n'est pas beaucoup plus bénéfique à l'un que à l'autre. Ça va pour ça ? Ok. Du coup, il y a quand même encore quelques petites choses à dire sur l'alignement des intérêts. Donc c'est quand même un indice qui est assez puissant. Dès qu'on perçoit que les intérêts sont alignés, encore une fois, c'est pas dès qu'on perçoit qu'ils sont pas alignés, c'est dès qu'on perçoit qu'ils ont l'air alignés, on devient très sensible et on infère une bonne intentionnalité. Donc je vous l'ai dit, on observe cette capacité-là chez des enfants. Mais évidemment, ça reste quand même un indice qui comporte un certain nombre de limites. On pourrait dire que c'est une heuristique qui a un certain nombre de biais. Donc déjà, d'une part, les intérêts de la source, ils ne sont pas toujours explicites, ça c'est sûr, et surtout stables. Ils peuvent être ambigus, ils peuvent être multiples et ils peuvent évoluer avec le contexte.
Donc, une même source, ça peut se montrer coopérative dans une situation et en fait poursuivre ses propres objectifs dans une autre. C'est pour ça que, je le disais au début, on est vraiment dans un jugement de crédibilité, et pareil pour toutes les dimensions que je précise, qui est dynamique, qui peut être tout le temps amené à évoluer. Autre limite aussi qu'on peut mentionner, c'est que, je l'ai déjà un peu dit, il y a des sources qui peuvent évidemment instrumentaliser leur statut d'expert, utiliser leur réputation passée pour masquer une divergence d'intérêt. Dans les faits, on n'est pas très bon pour repérer les menteurs, donc quelqu'un qui a les outils pour nous mentir et nous manipuler, il a de grandes chances d'y arriver. Et cette capacité-là à mobiliser des signaux de compétence ou de fiabilité, ça rend forcément les récepteurs plus vulnérables à la confiance mal placée, surtout s'ils ne disposent pas des indices suffisants pour détecter un conflit. Ouais. Souvent, quand on parle de... Ça fait penser à quel levier on a pour provoquer du questionnement et de la remise en question, alors chez nous, mais chez les autres aussi. Souvent, on pense à un obstacle qui serait la dissonance cognitive. On a peur que... quand on est face à des informations qui vont à l'encontre de nos opinions, de nos croyances, on est dans le rejet. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus, dès l'instant où on voit on perçoit que la source est alignée à nos intérêts, en fait, peut-être que à quel moment ça module la dissonance cognitive? Est-ce qu'on n'est pas moins en dissonance cognitive si on nous dit des choses qui sont complètement à l'encontre de nos intérêts, mais qu'on perçoit qu'en fait la personne a une intention très bonne? Est-ce qu'on n'a pas plus tendance à du coup moduler? Est-ce qu'il y a des trucs sur ça ou c'est juste une intuition? Alors, je sais pas. Et dans tous les cas, ce serait intéressant à voir, mais je pense qu'il faut surtout pas occulter l'aspect compétence, parce que là, je les traite vraiment de manière séparée, mais dans les faits, ça va toujours être pondéré par cette dimension-là, et que de la même manière que j'ai dit, l'expert le plus compétent du monde, il nous sert à rien s'il n'a pas une bonne intentionnalité. Une source qui a les meilleures intentions du monde, on va quand même vraiment pas lui accorder le même crédit si on estime qu'elle a absolument aucune compétence. Donc il est possible aussi que le questionnement soit vite évacué s'il n'y a pas d'autres éléments. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, c'est plus alors, en général, si on a une source qu'on perçoit comme étant crédible, à la fois compétente et bien intentionnée, est-ce que du coup ça module pas la dissonance cognitive qu'on peut avoir? C'est possible, ouais. Je sais pas. Et à l'inverse, là tu parles beaucoup de celui qui envoie les informations, pas trop des personnes qui les reçoivent. Mais je sais que le fait d'être... on accepte plus ou moins facilement des informations. Je pense à une étude notamment qui a été faite où il compare, genre, on donne des informations sur les animaux, sur les capacités mentales des animaux, et on a tendance, par rapport à un modèle rationnel, à plus facilement accepter et intégrer les informations qui disent que les animaux ont des capacités cognitives faibles, plutôt que les informations qui disent qu'ils ont des capacités cognitives élevées. On n'a pas du tout un traitement équitable entre les deux. Et je ne sais pas si ça influence la crédibilité de la source, mais j'ai l'impression que ça peut aussi fonctionner dans le sens justement de l'information ne me plaît pas trop. Du coup, je vais dire que la source est moins crédible. Est-ce que tu as des infos là-dessus? Oui, alors je vois ce que tu veux dire, et en fait c'est aussi pour ça que je voulais prendre le temps au tout début de cette présentation, même si moi ce qui m'intéresse c'est la question de l'évaluation de la source, de bien distinguer évaluation du contenu et évaluation de la source. Et comme je vous l'ai dit, l'espèce de petit moteur qui tourne en permanence, c'est le contrôle de la plausibilité. Et ça dépend directement de nos croyances et de nos connaissances. Et qu'il y a une croyance qui est partagée par un certain nombre d'individus, que l'être humain serait dans tous les cas supérieur aux autres espèces. Donc ça, pour reprendre l'exemple que tu proposes, c'est suffisant pour rejeter une information et s'auto-confirmer, voire même se polariser, et du coup décider qu'en fait toutes les personnes qui donnent ce genre d'informations-là ont tort ou ne sont pas crédibles. Parce qu'en fait on n'a pas besoin d'aller évaluer la source, c'est pas nécessaire. Je pense qu'il y a des éléments du contenu qui nous renseignent sur la source, mais que quand ça touche directement à ce qu'on peut évaluer nous-mêmes à partir de ce qu'on sait ou de ce qu'on croit savoir, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Je ne sais pas si je réponds un peu à ta question. Est-ce que les deux peuvent vraiment être indépendants, ou est-ce que quand on juge le contenu, on ne juge pas aussi un peu la source, un peu systématiquement et inversement? Si, totalement. Mais c'est très difficile à montrer. Et c'est pour ça que en fait, ça dépend aussi beaucoup de la... En fait, il y a relativement peu de travaux qui réunissent vraiment les deux, parce que la manière de l'aborder comme en fait toute information, toute production, qu'elle soit orale, textuelle, etc., a une intention communicative, ça c'est absolument pas communément admis.
C'est vraiment un postulat qu'on est quelques-uns à avoir, et on n'est pas forcément ceux qui travaillent le plus sur le sourcing et sur l'évaluation du contenu non plus. Donc c'est difficile pour moi de te répondre parce que dans la plupart des travaux en psychologie cognitive ou développementale que je connais, il y en a peut-être que je ne connais pas, mais on ne réfléchit pas en termes d'intention communicative et du coup on ne se dit pas que la source elle est dans les mots qu'elle choisit et dans les thématiques qu'elle aborde non plus. C'est vraiment deux niveaux très séparés. Mais j'essaye de les réunir un petit peu, on va le voir juste après sur la notion d'engagement. Je vais juste terminer sur les limites ici. Donc je vous l'ai dit, l'évaluation de l'alignement des intérêts, ça dépend aussi de capacités cognitives comme la théorie de l'esprit, mais surtout la théorie de l'esprit avancée. Et ça, il n'y a pas un accès égal au développement de cette capacité-là, surtout, et surtout, on l'observe que tardivement. Donc d'un point de vue éducatif et développemental, l'Advanced Theory of Mind, c'est pas avant 13-14 ans, et pour certains, c'est soi-disant jamais. D'accord, carrément. Il y a des études qui montrent que même des adultes... En fait, c'est assez difficile à évaluer, et les protocoles expérimentaux qui sont proposés pour évaluer la théorie de l'esprit avancée, c'est vraiment des espèces d'histoires multiples avec plein de personnages qui prennent des décisions quand d'autres arrivent, quand d'autres partent. Et en fait, c'est tellement dense que je pense qu'il y a vraiment un problème d'opérationnalisation de ces variables-là. Et la plupart des adultes à qui on pose des problèmes de la théorie avancée de l'esprit n'arrivent pas à y répondre. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'ils ne l'ont pas développé ? Je pense pas. C'est juste qu'on n'est pas suffisamment au point pour pouvoir bien l'évaluer. Donc, c'est difficile à dire comment elle se met en place, à partir de quand et dans quelles conditions, parce qu'on ne sait pas très bien la mesurer. C'est une question de clarification. En deux mots, je connais la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit avancée, c'est quoi la différence ? Théorie de l'esprit, en fait, ce qui va... encore une fois, c'est mal conceptualisé et mal opérationnalisé, mais d'un point de vue très pratico-pratique, quand tu es sur de la théorie de l'esprit avancée, tu multiplies le nombre d'individus. Donc c'est qu'est-ce que je pense que quelqu'un va penser par rapport à ce que lui a dit, qui a dit à machin. Donc voilà, c'est une grosse complexification du scénario, là où la théorie de l'esprit classique, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ça, dans les protocoles qu'on propose, c'est Sally range ses biscuits dans ce placard, elle va jouer dehors et puis sa maman déplace les biscuits et les met dans ses placards. Quand elle va revenir, où est-ce qu'elle va trouver les biscuits ? Et avant un certain âge, il y a des enfants qui disent dans le placard où la maman les a rangés, comme si la personne était omnisciente, elle n'arrive pas à inférer d'autres états mentaux à Sally dans l'histoire. Et passer un certain âge, vers 3-4 ans, c'est très 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 variable, elle va être capable de dire là où elle les a rangés initialement. Question sur la théorie de l'esprit. Il y a, je ne sais pas si tu es familier de la profondeur de raisonnement, qui a une capacité à... premier ordre, c'est genre j'infère quelque chose sur autrui, puis je pense qu'il pense, puis je pense qu'il pense que je pense, etc. Et c'est la profondeur de raisonnement. Je sais que dans des situations d'interaction stratégique, prêter une intention à autrui trop complexe, c'est-à-dire je pense qu'il pense que je pense qu'il pense, ça devient suboptimal parce qu'en fait tu vas trop loin dans le raisonnement. Est-ce que toi tu es au courant de si ça s'applique dans la théorie de l'esprit, dans des interactions stratégiques Alors, du point de vue expérimental, c'est vraiment comme ça qu'elle est testée. La théorie de l'esprit avancé, c'est vraiment de la manipulation, c'est pas que ça, mais c'est principalement de la manipulation de profondeur de raisonnement. Ce qui explique aussi qu'on ait des résultats aussi mauvais, parce qu'on voit bien qu'entre le paradigme de Sally et sa mère et celui-là, est-ce qu'on vraiment mesure la même chose ? C'est pas dit. Enfin, vraiment, après, je suis pas une spécialiste de la théorie de l'esprit, en dehors des cours de développement que je peux donner dessus, mais ce qui est quand même sûr, c'est que l'Advanced Theory of Mind, c'est un peu compliqué à vraiment conceptualiser et mesurer. Du coup, si je peux rajouter un petit élément, je sais que dans pas mal de travaux sur les interactions stratégiques, en fait, pour inférer correctement les intentions d'autrui, il faut la bonne profondeur de raisonnement. Et il y a des moments où on peut raisonner un peu trop, et dans ce cas-là, en fait, on n'arrive pas à déceler l'intention d'autrui, voire on peut perdre face à autrui. Et donc, si on revient sur la notion d'esprit critique, il faut aussi calibrer correctement son bon niveau de raisonnement, pas être trop en surface, pas être trop en profondeur non plus, sinon on peut... Mais encore une fois, je pense que là, on peut voir vite la dérive qu'il y a à essayer de comprendre
des motivations cachées et accepter des bonnes motivations. C'est pour ça que je dis, on est nul pour savoir si on nous ment ou si on a vraiment un intérêt à comploter contre nous, parce que en fait, on peut vite partir dans de l'auto-complotisme. C'est pour ça que ce que je dis, c'est vraiment là les signaux qui sont intéressants et ce qui constitue un levier d'évaluation de l'intentionnalité, c'est à quel point je perçois de la bienveillance de la part de ma source et pas de la malveillance. Et du coup, il y a un autre élément, la transition est toute choisie, qui est intéressant, un autre indice d'intentionnalité dont je voulais vous parler, qui est l'engagement. Les signaux d'engagement. Donc là, ça correspond en gros aux efforts manifestes d'une source pour transmettre une information qui est perçue comme honnête, utile et fiable. Donc ces efforts-là, ils peuvent se traduire par des signaux verbaux, comme « je suis certain »,« il me semble » ou « je pense que ». D'accord ? C'est des modulations épistémiques, du peut-être, il se pourrait, qui vont vraiment venir nuancer le degré de certitude de la source et du coup le poids qu'on peut accorder aux arguments. C'est pour ça que je dis que là, le contenu même de l'information, il est directement lié à l'évaluation de la crédibilité de la source. Et à ces signaux-là peuvent s'ajouter, dans le cadre de l'oral, des signaux non-verbaux comme l'intonation, le regard, l'assurance corporelle, etc. Et ces signaux-là, ils sont intéressants parce qu'en fait, ils sont censés pouvoir permettre à la source de moduler le degré d'engagement qu'elle souhaite transmettre. Et en gros, de dire, attention, là, je suis pas sûre, ou, ok, cette info, allez-y, relayez-la, partagez-la, je suis certain. Ok ? Donc ça, c'est un indice qui est plutôt fort, puisque ça permet d'ajuster les attentes, et en gros, c'est ce qui permet d'éviter d'être parfaitement vigilant, diligent à la source, de faire tous les efforts du monde, parce qu'on ne sait pas toujours très bien quel va être l'usage des informations qu'on transmet, mais du coup, en modérant un petit peu, chacun fait ce qu'il peut et fait ce qu'il veut avec l'information. Donc c'est une sorte de contrat social de l'engagement, qui est du coup directement modulé par les intérêts, par l'alignement des intérêts. Si vos intérêts ils sont divergents, si la source a plus d'intérêt que vous à communiquer, ces signaux d'engagement, elle va les moduler de manière à être la plus convaincante possible, évidemment. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ce qui est important sur la notion d'engagement, est-ce que j'arrive plus à changer mes slides ? Si, c'est bon. C'est que ça vient générer une espèce de tension structurelle, en fait, entre l'attente de vigilance, d'attentivité de la source et en même temps une vigilance maximale qui est ultra coûteuse et qui est juste rarement tenable pour une source. Donc ça permet vraiment d'ajuster les attentes de l'un par rapport à l'autre. Elle signale son niveau d'implication et du coup le récepteur il peut moduler sa confiance en conséquence. Sauf que ça, je speed, ça fonctionne pas forcément systématiquement et surtout il faut qu'il y ait deux conditions qui soient réunies. Pour que les signaux d'engagement ils puissent être des indices utiles, ils doivent être pondérés selon le contexte et notamment selon l'expertise de la source. On n'évalue pas de la même manière, un « je suis sûr » qui vient d'un expert qu'un « je suis sûr » d'une personne qui a priori n'y connaît rien. Et de la même manière, on doit interpréter ces signaux d'engagement à la lumière des engagements passés de la source. Donc, d'une certaine manière, de sa réputation. Si elle a déjà affirmé des choses avec assurance par le passé et qu'elle s'est montrée fiable, ces signaux d'engagement-là, ils auront beaucoup plus de poids. Ok ? Donc, l'idée, c'est qu'il y a un maintien d'échanges coopératifs. Et du coup, ce qui va être important ici, c'est que chaque transgression va avoir un poids très important dans la réputation et du coup, dans l'évaluation in fine. Donc, c'est vraiment très important. On voit bien que la plupart du temps, une source qui est compétente et qui s'exprime avec beaucoup d'assurance, que ce soit verbal ou non, elle est souvent perçue comme fiable. Okay, c'est vraiment les stratégies oratoires de base. Et un exemple qu'on peut en donner, c'est dans le cadre du témoignage. Un témoignage affirmé, ça c'est très documenté dans la psychologie judiciaire. Il a tendance à être davantage cru qu'un discours qui est hésitant. En tout cas, ça, c'est ce qui a été montré dans pas mal de travaux, sauf que la stratégie d'assurance, elle a un gros revers. Si on se montre très confiant, mais qu'on se trompe, ça va avoir un impact très fort
sur la crédibilité, par le biais de la réputation. Donc, on voit bien aussi encore à quel point la réputation elle a un petit peu ce rôle de régulateur, c'est qu'elle vient aussi limiter le fait que n'importe qui s'engagerait dans une prise de risque de dire « de toute façon, j'ai rien à perdre ». Après, si c'est sur une communication unique, ben, ça se tente. Mais si c'est une source qui a un intérêt, et généralement c'est le cas, à construire une réputation, il vaut mieux pas affirmer des choses dont on n'est vraiment pas sûr, parce que le coût, il est très élevé. Ok. Donc, tous ces signaux-là, ils sont vraiment importants à croiser. La réputation, l'alignement des intérêts et évidemment l'expertise perçue. Du coup, je vous ai présenté deux types d'indices, l'alignement des intérêts et les signaux d'engagement, qu'on pourrait rassembler dans une même dimension supérieure, que moi j'ai choisi d'appeler vigilance. Alors pas au sens de vigilance, on est fermé, vigilance épistémique, on ne fait pas attention, c'est à quel point la source fait preuve de vigilance, dans le sens où à quel point elle n'est pas négligente. D'accord ? Parce que ce qui est intéressant, et surtout on l'a un petit peu mentionné, le plus gros risque, le plus fréquent, pas le plus gros risque, le risque le plus fréquent dans la communication, c'est pas tant le mensonge et la manipulation, même si évidemment ça peut arriver, mais c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure avec la notion d'omission, c'est vraiment la négligence. C'est le fait de ne pas prêter attention que ce qu'on va dire peut être réutilisé dans tel ou tel contexte. D'accord ? Donc, tout ce qui va nous montrer que la source essaie d'être la moins négligente possible va nous donner des éléments importants sur son intentionnalité. Encore une fois, on est ouvert à la bonne intentionnalité et on n'est pas à la recherche d'éléments qui nous permettent de dire « là on me ment ». Okay. Donc, une source qui ne ment pas, mais qui n'a pas vraiment cherché à adapter un message à son interlocuteur, elle ne va pas être jugée comme ayant une bonne intentionnalité. D'accord ? Donc, la vigilance de la source, elle nous aide à détecter les signaux positifs qu'on nous envoie. Est-ce que c'est clair ? Est-ce qu'on fait des efforts pour me communiquer l'information qu'on veut me communiquer ? D'accord ? Donc tous ces éléments-là, ça va vraiment contribuer à forger notre jugement sur les intentions. Ok, donc ce qui est important ici, c'est que cette notion de vigilance, elle va compléter la notion d'expertise et de compétence, et du coup, elle va nous permettre d'évaluer, in fine, la crédibilité. Donc on va pouvoir reconstruire le petit schéma. Voilà. On a bien compris donc que l'intentionnalité était évaluée à travers la vigilance qu'on perçoit. Est-ce que la source, elle fait des efforts pour communiquer de manière intelligible des informations utiles pour le plus grand nombre, d'accord ? Et tout ça, ça dépend de l'alignement qu'on perçoit des intérêts entre nous et la source, qui, à son tour, l'alignement des intérêts va venir moduler les signaux d'engagement qu'elle va nous transmettre. Et ces intérêts-là sont toujours socialement alignés, en grande partie, à travers la réputation. Je ne vais pas vous passer en revue de nouveau toutes les dimensions. Si jamais il y a besoin qu'on revienne sur certaines, on le fera peut-être au moment des questions. Ici, ce que j'aimerais faire comme commentaire général de ce modèle que je vous propose ici, je l'ai dit, mais je le répète, c'est un modèle rationnel. Okay ? Je ne suis pas en train de dire que tous les individus, quand ils formulent un jugement de crédibilité, ils s'engagent systématiquement, dans un type système 2, dans l'évaluation de chacune de ces dimensions. D'accord ? On pourrait argumenter, à partir de ce que je vous ai proposé, de la littérature et d'un certain nombre d'études, que tous ces indices-là, de plus bas niveau, qui reposent sur des compétences qui sont implicites, qui se développent chez les individus assez tôt pour la plupart d'entre elles, sans qu'on ait eu besoin de leur apprendre, ils constituent en gros les bases du jugement de crédibilité. Donc ici on a les mécanismes implicites, et plus on monte dans le jugement, plus on arrive sur une élaboration conceptuelle qui est poussée, où pour le coup, pour évaluer de la vigilance, de la réputation, de l'expertise, on va avoir besoin d'un peu plus de connaissances générales sur le monde, et de la même manière pour la compétence, l'intentionnalité et enfin la crédibilité. Donc, moi ce qui m'avait intéressé, je vous l'avais un peu évoqué sur ce modèle, c'était surtout de m'en servir comme base pour mieux comprendre des comportements et pour savoir si je pouvais évaluer des performances chez des élèves. Donc, mon but, il était plutôt pédagogique, didactique.
Et d'un point de vue didactique, ce modèle, on pourrait l'utiliser de 2 manières différentes. On pourrait s'en servir en suivant une lecture descendante, où on partirait d'un jugement de crédibilité qui aurait été fourni vis-à-vis d'une source, et où on s'engagerait dans un processus de vérification de type debunking, où on vérifie, ok, est-ce que la source, elle coche toutes les cases et comment ? Moi, c'était pas ça qui m'intéressait. Ce que je voulais faire, c'était plutôt essayer de proposer, une lecture ascendante, c'est-à-dire partir des éléments les plus bas, de ce qu'on considère comme des compétences implicites et potentiellement déjà présentes chez les élèves, essayer de les expliciter et voir si, en augmentant l'élaboration, on pouvait les amener à des évaluations plus fines en s'appuyant sur des compétences qu'ils avaient déjà. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans ma thèse. Je vais vous le présenter peut-être après. Ouais. Je vous le dis rapidement, mais en gros, je me suis fondée pour faire une transposition didactique sur le processus de conceptualisation, donc qui est un des processus proposés en ingénierie pédagogique où, en gros, on propose des définitions pour formaliser des catégories, on élabore des étiquettes de catégories et on établit des relations entre ces catégories-là, on les exemplifie. Donc en gros, je me suis appuyée sur ce processus-là pour essayer d'enseigner à des élèves qu'est-ce que c'est que bosser sur des triades de concepts, donc l'expertise à partir de comment on conçoit l'expérience, comment on conçoit les connaissances et comment on les reconnaît. En gros, entraîner ces petites reconnaissances d'indices à partir de sources. Je vais passer là-dessus parce que, en fait, j'aimerais mieux vous parler d'autre chose. Quand j'ai préparé cette formation, initialement, le modèle que j'ai proposé dans la thèse, je ne parle pas d'intentionnalité. Là. Je parlais de confiance. Alors, on peut se dire que c'est juste un mot, j'ai changé la terminologie, mais en fait, pour moi, c'était plus important. Et je pense que ce serait bien qu'on en discute. C'est que là où l'intentionnalité, elle se situe au niveau de la source, j'évalue ce que je perçois de la source, la confiance, elle se situe au niveau de l'individu. Sauf que dans la plupart des travaux que je vous ai mentionnés, je l'ai un petit peu évoqué, il y a plein de terminologies différentes, on utilise plein de mots qui sont synonymes, certains disent confiance, certains disent fiabilité, certains disent intentionnalité, mais il y a quand même cette notion de la confiance. Et du coup, ma question c'était, ok, mais du coup, la confiance, en fait, elle est où dans ce jugement de crédibilité ? Si on s'inscrit dans une approche très rationnelle, comme celle que j'ai proposée avec le modèle, on pourrait imaginer qu'en fait, la confiance, c'est le pendant actif du jugement de crédibilité, et qu'une fois qu'on a évalué systématiquement chacune des dimensions sur un certain degré, sur un continuum à chaque fois, on arrive à évaluer sa crédibilité, et si elle dépasse un certain seuil qui est acceptable pour nous, on accorde notre confiance à cette source. Donc la confiance, ce serait une espèce de corollaire du jugement de crédibilité, où cette fois-ci, on lui fait confiance, et donc on accepte, pour reprendre un petit peu ce que tu disais Valentin, qu'elle vienne influencer notre représentation du monde, où on accepte que les informations transmises par cette source nous aident à prendre des décisions, donc dans une logique d'action, etc. Du coup, ça c'est vraiment une approche rationnelle. Mais dans les faits, c'est pas ça qui se passe. On le voit bien, même à notre échelle, sans parler juste des enfants ou des évaluations qui fonctionnent pas bien. Des fois, il suffit juste d'avoir repéré des indices reliés à l'expérience, à un accès direct à l'information. Je reprends le cadre du témoignage judiciaire. Et la confiance, elle agit ici. C'est bon, j'accepte, j'adhère. Et en fait, je fais un raccourci énorme entre l'expérience et la crédibilité. Des fois, c'est juste la réputation. D'accord, j'en parlais à certains d'entre vous hier. Moi, j'ai fait des entretiens avec des journalistes dans le cadre de ma thèse. Du coup, je bossais avec des journalistes jeunesse et je leur demandais comment tu fais quand tu cherches une source, quand tu veux publier un article. Donc, on a fait une technique d'entretien pourquoi, comment. Donc, je demande tout le temps que ça. Et ce qui ressortait, c'est que surtout chez des personnes qui ont la pratique et l'habitude, le facteur le plus important, c'est la réputation. Ok. Surtout si elle est d'origine autorité, mais en termes d'institutions partagées dans le milieu journalistique. Et du coup, ce que j'ai fait ces derniers temps, c'était essayer de comprendre
chez les élèves avec lesquels j'ai travaillé, donc moi des CM1 et CM2, en fait, qu'est-ce que c'était qui était important pour eux en dehors du paradigme expérimental où certains conceptualisaient, certains ne conceptualisaient pas. Et ce que j'ai pu observer chez un groupe contrôle, où je proposais du coup un certain nombre de sources, si ça vous intéresse, j'ai le matériel, mais je vous le présenterai peut-être plus tard, c'est que chez ces élèves-là, ce qui était le plus important, oui, alors c'est le vieux modèle avec les vieux mots, mais du coup vous l'avez, là où l'exercice de la confiance, en fait, là où la crédibilité était accordée chez la quasi-totalité, c'est en mode carte de chaleur, c'est dès lors qu'il y a un accès à l'information. Et ça, c'est ultra cohérent chez des élèves de CM1, CM2 avec ce qu'on sait du développement des croyances épistémiques par rapport à la manière dont on appréhende la division cognitive du travail, où en fait, ce qui va primer au départ pour déterminer si quelqu'un est compétent, c'est comment il a eu accès à l'information. Donc l'expérience, c'est un indice ultra important à cet âge-là, et c'est même le plus important. Certains ont un niveau de conceptualisation un peu élevé, et du coup on m'en parlait directement d'expertise parce qu'ils sont dans le système scolaire, ils commencent à accorder de l'importance à l'enseignement, à l'instruction et au diplôme, au métier, etc. La réputation est toujours présente, surtout liée à la popularité, mais c'était quand même difficile à mettre en avant, et la vigilance également. Et chez des élèves avec qui on a conceptualisé, après j'arrête de parler, c'est promis, ce qu'on a vu, c'est que on a réussi à faire passer l'expertise comme indice principal d'évaluation de la compétence au-dessus de l'expérience. Donc on a réussi, par la conceptualisation, à intégrer l'idée qu'en fait, la possession de connaissances théoriques était également importante pour considérer une source comme compétente. Et du coup, quand on a débloqué cette notion d'expertise chez les élèves, on a aussi ramené une notion d'autorité qui a été plus largement évaluée et utilisée dans les justifications pour dire je choisis cette source-là parce qu'elle est connue et aussi parce qu'elle est reconnue. Et en fait, à partir du moment où on a pu débloquer ces éléments-là, on a aussi remarqué une plus grande attention à l'alignement des intérêts chez ces élèves-là et du coup une meilleure évaluation de la vigilance, même si ça restait quand même un peu marginal par rapport à ces dimensions-là qui, encore une fois, sont plus cohérentes avec les dispositions développementales. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense, et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bravo. Bravo. Merci Romain pour les prises de parole. David. Personne d'autre? David. Si, après je aussi. Ah, pardon, Peut-être un point plus court que 10 minutes parce que... Ah ouais. je vais voir. On en discutait hier et tout à commencé la discussion à la fin. Moi, ça m'intéresserait trop de savoir c'est quoi les déterminants qui font que individuellement ou collectivement à petite échelle, on accorde plus d'importance à telle ou telle case dans ton modèle pour dire que telle source est crédible. Et je trouve ça intéressant l'exemple des CM2, mais moi ça m'intéresserait trop de savoir dans des milieux professionnels, est-ce qu'il y a des déterminants culturels ou ultra-locaux très particuliers qui font que les gens vont plus s'intéresser à l'expérience ou à la popularité ou à l'engagement pour déterminer la crédibilité d'une source. Ouais, ce serait vraiment très très chouette. Et je pense qu'en plus ça répondrait bien à ce qu'on avait évoqué aussi, de réfléchir à tout ce qui relève d'autres dimensions que celles-là qui sont de nature très épistémique et du coup des dimensions qui viendraient se greffer. Tu en parlais, Delphine, des biais en fait et d'éléments qui relèvent plus du jugement pragmatique en fait, de c'est pas juste j'accepte que c'est vrai ou que c'est pas vrai, c'est en fait à quel point c'est utile aussi pour moi d'y adhérer et du coup de s'interroger aussi beaucoup plus sur comme tu le disais, surtout le contexte, tout ce qui entoure en fait la formation de ce jugement. Et j'en avais discuté un petit peu avec Emmanuel, donc j'en profite pour en parler aussi ici, parce que je pense que c'est un truc qui est revenu, c'est de dire, moi j'ai proposé un travail avec un objectif d'entraîner des compétences. Et je suis vraiment totalement revenue de cet objectif-là. J'ai essayé de vous démontrer dans la présentation qu'en fait, oui, il y a plein de fois où ça marche pas, oui, il y a tout le temps des limites, mais en fait, on est quand même plutôt bien adapté pour faire notre travail qui est d'évaluer l'information qu'on nous transmet pour s'en saisir, pour s'adapter, pour avancer. Du coup, est-ce que
on est obligé de rester dans une logique ultra performative de faut faire mieux, il faut que ces compétences elles soient plus adaptées, il faut qu'elles les entraînent à fond. Est-ce que vraiment l'éducation à l'esprit critique, c'est ça ? Est-ce que c'est vraiment ça le levier d'action, de venir travailler sur des processus cognitifs, neurobiologiques sur lesquels en fait on ne va pas faire changer l'histoire évolutive en quelques décennies? Est-ce qu'on ne va peut-être pas juste réfléchir au contexte dans lequel toutes ces évaluations elles se font, et du coup de dire on va peut-être freiner aussi toutes les informations qu'on consomme, on va peut-être réfléchir à toutes les problématiques contextuelles plus que les problématiques individuelles qui font qu'on n'arrive pas à gérer le flot d'informations dans lequel on est. Voilà, vous avez 2 heures. Ça montre très bien du coup. Est-ce que tu vois, et si oui laquelle, une portée opérationnelle ou politique à ce travail-là? Tu l'as vite fait aborder, mais parce que j'ai compris ça m'a trop changé. En fait, si j'arrivais à me lancer dans la proposition de représentation, alors pas forcément de manière aussi hiérarchisée, mais juste identifier en fonction des milieux, comme on le disait, des profils, pour voir quels sont les indices qui priment, et essayer de trouver des éléments explicatifs de pourquoi dans ce contexte-là on s'appuie beaucoup plus sur l'expérience, pourquoi dans ce contexte-là les gens s'appuient plus sur la réputation, etc. Peut-être que ça nous donnerait du coup des meilleures représentations contextuelles, et de en fait quels sont tous les facteurs externes sur lesquels on peut travailler pour moduler ce jugement de crédibilité qui en fait se fait toujours plutôt bien, plutôt que de dire il faut avancer là-dessus, il faut développer les compétences d'évaluation, de l'expertise, etc. C'est non, en fait, regardez dans ce contexte-là, les éléments qui font qu'on privilégie certains indices, ce sont ceux-là. Et du coup, plus on va multiplier les contextes d'évaluation de la crédibilité, plus on aura d'indices de qu'est-ce qui influe sur quoi. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Mais bon, clairement, je ne vais pas faire ça toute seule. J'ai 4 questions et elles vont être très courtes. Si elles sont très courtes, elles peuvent rentrer Manu. Non, je Tu vais vas mettre de Nico. côté. Je sacrifie aussi. Ouais. Jérémy. Et Mathilde. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la question de à quel point la personne est sûre de ce qu'elle dit. Je ne sais plus comment tu appelais ça exactement, mais en gros, quand tu fais quelque chose. Signe d'engagement. L'engagement, oui, c'est très engagé, du coup, tu es plus crédible, mais en même temps, c'est très coûteux parce que si on se rend compte que tu as dit des conneries, c'est terminé pour toi. Ouais. Moi, ça m'a fait directement penser à des scientifiques médiatiques. Ouais. La responsabilité de ouf qu'il y a derrière, parce que il y a une sorte d'équilibre, j'imagine, à trouver, parce qu'il ne faut pas trop être nuancé. Alors que normalement, ça devrait être ça la science. Ouais. Parce que si tu es trop nuancé, les gens ils vont dire juste ils savent pas. Ouais. Après, si tu es trop sûr de toi, en fait, il y a beaucoup de chances que tu te plantes au moins un peu, parce que la science ça évolue, etc. Donc, Quelle est ma question, Jérémy? et vis-à-vis de je posais la question, est-ce qu'il y a des études sur à quel point, quand une personne qui est affiliée à une catégorie, genre un scientifique qui est affilié à une catégorie des scientifiques se trompe, ça influe sur notre jugement qu'on aura d'autres scientifiques dans le futur. Ah. La communauté scientifique en général. La communauté scientifique en général. Ok, je sais pas. Je sais pas, il y a moyen qu'il y ait des trucs là-dessus. Je sais que, il y a des travaux, pas forcément sur la répercussion sur toute la communauté, mais juste la répercussion directe à l'échelle de la source. Mais avec quand même un truc qui est mis en avant et qui rejoint une des réflexions qu'on avait hier, je crois, sur la latence qui existe entre la répercussion en gros, j'ai donné des signaux d'engagement forts, mais je me suis trompée, et le temps que ça met avant d'atteindre la réputation, surtout sur la face populaire, il est extrêmement long. Et qu'en fait, si, on peut être trompé 1000 fois par une même personne, ça met du temps. Ça met du temps, en fait, réellement. Après, j'imagine que ça dépend aussi vraiment de l'information et de l'importance de l'information qui est transmise. Peut-être que juste une grosse erreur une fois est suffisante, mais que dans la plupart du temps, il en faut quand même beaucoup pour détruire une réputation, parce que c'est difficile de remettre en cause, c'est ce que je disais, une influence, une autorité cognitive, qu'elle soit vraiment autorité ou qu'elle soit plus populaire. Mais du coup, j'ai éludé ta question, je ne sais pas à quel point ça influence les évaluations des autres dans le même, Valentin, hélas, dans le même domaine. tu passeras beaucoup sur moi.
Et je pense, enfin, je suis hyper intéressée par aussi ton protocole de recherche, comment t'as mis ça en place. Sachant que t'as expliqué aussi qu'à la base tu voulais voir un petit peu l'évolution aussi de la crédibilité des élèves avec la conceptualisation, et c'est un truc dont j'aimerais beaucoup parler avec toi. Ouais. Si t'as le temps après. Bah ouais, carrément. Et notamment, je voulais savoir si tu avais pu faire un peu une analyse de l'évolution de cette crédibilité au fil du temps, et si c'est quelque chose qui est... parce que j'imagine quand tu fais ça dans le cadre d'une recherche ou d'un cours, on va dire d'une animation pour moi dans l'associatif, comment ça évolue quoi avec le temps? Qu'est-ce qui garde en fait? Alors j'ai pas pu faire du longitudinal, même si c'était l'objectif à la base, donc j'ai une étude transversale. J'ai plein de classes différentes que j'ai évaluées sur différents concepts sur 2 ans. Sauf que en fait c'est super dur de recruter dans le milieu scolaire et du coup j'ai pas j'ai plusieurs classes qui ont travaillé sur des concepts différents, mais en fait je peux pas, avec les mesures que j'ai mises en place et la population, évaluer une vraie progression. Je peux juste voir certaines séances qui fonctionnent mieux par rapport à d'autres et l'influence de certaines séances de conceptualisation sur d'autres. Et clairement les séances sur expertise, expérience, connaissance, elles ont influencé directement l'évaluation de l'intentionnalité, là où ceux qui ont juste eu la séance vigilance, ils me mentionnent pas du tout des choses que d'autres font, et ils font pas les mêmes évaluations que si on les a éveillés à la compétence. Et même l'écran nous a dit au revoir. Ouais, je vais clairement arrêter de parler. Ouais, alors on en profite, c'était la dernière de Lucille, donc je pense qu'on peut encore la remercier très chaleureusement, c'était vraiment un plaisir. Merci à vous, c'était trop cool de partager ça avec vous, vraiment, je vous ai senti très bienveillant, donc merci. Un grand merci encore.